Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la société, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Génération News, vous le savez, votre émission scindée en deux parties. La première, elle sera consacrée au mariage traditionnel. L'étape cruciale avant la bague au doigt, on en parle en première partie d'émission. En deuxième et en fin d'émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur un autre point tout aussi important et lié au mariage traditionnel. Il s'agit de la dot. Faut-il se marier à tout prix? Vous allez avoir des éléments de réponse en fin d'émission. Pour décortiquer avec moi ces deux thématiques sur ce plateau de Génération News, Renée Namado, créatrice de mode. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à vous. Bonsoir à tout le monde. Nous avons également le plaisir de recevoir Jeannot, expert en assurance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On remercie également Laura, journaliste. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Plaisir partagé. Et on termine la phase des présentations avec Phèdre. Vous êtes communicante dans le domaine de la communication, évidemment. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est un honneur d'être ici avec vous. Les amis, nous allons parler du mariage traditionnel. Jeannot, c'est une étape assez cruciale, on va le dire ainsi, sur le continent. Une étape qui a aussi été, on va dire, valorisée par nos ancêtres, parce que le mariage traditionnel existe depuis et depuis. Oui. Déjà, c'est quoi le mariage traditionnel? Qu'est-ce qui fonde, en tout cas, ce mouvement, on va le dire? D'accord. Alors, merci Régis encore une fois pour la parole. Donc, pour commencer, il faut déjà qu'on puisse commencer par définir c'est quoi le mariage. Le mariage, en fait, c'est l'union entre un homme et une femme, n'est-ce pas, qui ont pour objectif, sinon qui envisagent organiser une famille en vue de créer, créer une famille et faire des enfants, c'est-à-dire créer une famille et organiser la vie en commun. Et aussi, il faut dire que le mariage traditionnel existe depuis la nuit de temps. Depuis la nuit de temps, le mariage traditionnel existe. Maintenant, il faut juste savoir que le mariage, en fait, il y a une différence entre le mariage traditionnel et le mariage à proprement dit. À l'état civil, comme on dit. Voilà, l'état civil, comme on dit. C'est juste, ça se voit automatiquement sur le fait des couleurs, n'est-ce pas, qui changent de plus en plus. C'est-à-dire que l'accoutrement traditionnel va sortir du mariage civil et va laisser place au décor typiquement moderne, quoi. Voilà. Est-ce que vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est une étape qui a toujours été là, qui a existé depuis des années. S'il fallait évidemment rester dans le cadre de ce mariage traditionnel de nos parents, nos ancêtres, tout simplement, est-ce qu'on peut parler d'évolution où les étapes sont restées, ce mariage est resté le même? Effectivement, on peut parler d'évolution parce que déjà le mariage en lui-même se faisait par des symboles. Pour te permettre d'aller en mariage, les parents se focalisaient plus sur des symboles et pas sur des biens matériels. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque, qu'on donne plus d'importance aux biens matériels qu'aux symboles. D'accord. Voilà. On parle du mariage traditionnel. Renée Namado, vous êtes mariée, c'est une étape également par laquelle vous êtes passé, le mariage traditionnel. Qu'est-ce que ça représente pour vous et quelles sont les étapes un peu cruciales de ce mariage traditionnel? En fait, oui, ce que ça représente pour moi, c'est déjà qu'on a eu à respecter le souhait des parents. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit de manière générale qu'on a trois types de mariage. Le mariage traditionnel, religieux, coutumier, le mariage religieux, le mariage à la mairie. Et maintenant, c'est comme si parfois les gens font des choix. Certains font juste directement le mariage à la mairie parce que ça apporte plus de garanties, par exemple, en cas de problème après dans le couple. D'autres, peut-être, choisissent juste le mariage religieux par conviction spirituelle. Et d'autres, voilà, s'arrêtent même juste au mariage traditionnel parce que peut-être que c'était d'abord juste de satisfaire d'abord les parents. Parce que tous les parents voulaient que leurs enfants quand même passent par cette case. Parce que pour moi, le mariage traditionnel, c'est celui qui prend vraiment plus en considération les souhaits des parents. Même lors de l'organisation, les parents, la famille de la femme comme du mari sont souvent très, très impliqués quand il s'agit du mariage traditionnel. Contrairement à quand il s'agit du mariage, là, parfois on dit, ah ça c'est mariage de blanc, mariage de papier, donc on vous laisse faire ce que vous voulez, c'est presque comme un caprice. Oui, parce que le mariage traditionnel, c'est toute la famille, même celle reste au village, qui se déplace. Quand on parle de mariage traditionnel, chez nous on dit c'est pas juste, chez nous le mariage traditionnel c'est l'union de deux familles. Il ne s'agit pas juste
d'un homme et d'une femme qui se sont retrouvés. C'est deux familles qui vont s'unir, qui vont être liées à travers ces deux personnes qui se sont rencontrées. Donc pour moi, c'était une étape vraiment, mais vraiment très cruciale. C'est-à-dire que j'avais déjà, je crois que j'étais même plus stressée par le mariage traditionnel parce qu'on ne sait pas comment est-ce que les parents vont s'entendre, on ne sait pas s'ils vont avoir, voilà, s'ils vont être d'accord sur la dot, s'ils vont être d'accord sur d'où vient la famille et autres. Donc cette union-là, parfois ça stresse un peu. Et donc, c'était vraiment très important pour moi. Dieu merci, on a pu traverser les 3 étapes. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment la première étape cruciale lorsqu'on veut parler de mariage entre un homme et une femme, entre leur famille. On parle d'une étape cruciale, Phèdre. Évidemment, Jeannot l'a souligné tout à l'heure, c'est au-delà de ce côté symbolique crucial, comme l'a souligné René Namado. Il y a des étapes à respecter. Et quelles sont les étapes du mariage traditionnel ? Merci Régis. Je voudrais d'abord souligner que quand on parle du mariage traditionnel, on parle de nos mœurs et coutumes. Donc nous sortons tous des familles, nous avons des valeurs que nous devons représenter. Donc du coup, le mariage traditionnel, il est crucial pour une fille qui a reçu une très bonne éducation. Parce que nous savons très bien que la première autorité parentale, c'est le père et c'est la mère. Et la parole de Dieu nous dit « honorez vos parents ». Donc, ça veut dire que c'est une étape cruciale pour honorer ton père et ta mère et même pour la fille, pour avoir des bases des mariages solides. Parce que nous constatons aujourd'hui que quand on brûle les étapes, en fait, nous devons savoir que ça va nous rattraper. Donc, il faut vraiment respecter les choses. De quelle manière ? La manière, je vais prendre peut-être un exemple. Aujourd'hui, parce qu'on est dans une société capitaliste, tu vas entendre une raison. Une fille qui va dire, bon, je n'ai pas le temps de faire le mariage coutumier parce que mon mari va en stage. Et on lui a imposé que s'il veut vraiment amener sa femme, il faut qu'il soit marié légalement. Donc, on va d'abord à la mairie. Ça veut dire qu'elle privilégie les intérêts au lieu d'abord d'honorer ses parents. Donc, c'est pas une raison, en fait, pour bafouer les valeurs ou bien pour rabaisser toute une famille ou bien tout un clan. Parce que le mariage, c'est l'affaire d'un clan, d'une famille, d'une communauté. Ouais, c'est comme René l'a souligné, c'est deux familles qui s'unissent aussi. C'est deux familles qui s'unissent. Donc, il ne faut pas d'abord penser à toi, il faut penser à ta famille. Revenons aux étapes, Phèdre. Quelles sont les étapes à respecter justement en parlant de ce mariage traditionnel ? La première étape à respecter, c'est d'abord l'étape de les présentations. Bon, c'est une procédure. Donc, il faut d'abord passer par une négociation. Ça veut dire que la famille du fiancé, le futur marié, doit aller rencontrer la famille de la fiancée pour trouver un terrain d'entente de savoir comment la cérémonie va se passer pour éviter les incidents, pour éviter les polémiques. Parce que je vais d'abord vous dire que le mariage coutumier, en fait, c'est un ensemble de scénarios qui est d'abord programmé d'avance. On va y revenir sur ces scénarios, ma chère Phèdre. Laura, on a parlé des étapes, vous êtes béninoise. Est-ce que les étapes se ressemblent aussi dans votre pays? Ce sont les mêmes étapes? Beaucoup. Les étapes se ressemblent effectivement. Parce que chez nous au Bénin, la première étape, c'est la connaissance des parents. D'accord. C'est la connaissance des parents et qu'est-ce que c'est? Le marié demande à la famille, disons même au père déjà, ou soit aux tantes de la famille de la mariée, quels sont les éléments qu'il doit apporter d'abord, la liste des éléments qu'il doit apporter pour la dot, tout et tout. Maintenant, la cérémonie de connaissance des parents, proprement dite, c'est juste apporter quelques boissons et quelques petits trucs. Ce n'est rien de si extraordinaire, c'est juste un petit truc symbolique pour demander la main de la fille. D'accord. Voilà, et comment cette liste, vous avez parlé de la liste de présents, comment elle se définit? Je veux dire, à quel moment on tombe d'accord sur les présents qu'il faut apporter? Ben, c'est à la famille de la fille de fixer. D'accord. Mais bon, généralement, c'est des choses assez symboliques. Par exemple, pour la dot, la boisson du père, dans mes souvenirs, je crois bien que c'est le rhum Saint James. C'est ce qu'on doit donner au papa. C'est ce qu'on doit donner au papa. Mais ensuite, bon, concernant les oncles, les mamans et autres, là, bon, je m'en souviens plus en fait, trop, si je comprends bien, un présent pour un membre de la famille, pour chaque membre de la famille. Oui. D'accord. Oui. Mais pour la connaissance des parents, c'est pas encore la dot. Donc là, c'est juste quelques boissons. D'accord. Il n'y a pas forcément la boisson du papa, de la maman, non. Mais juste quelques boissons pour faire la connaissance des parents. C'est ensuite pour la dot que, bon, là, il faut lister chaque cadeau pour chaque membre. On va y revenir en deuxième partie d'émission, évidemment. On parlera de la dot. Jeannot, je reviens à toi. Phèdre parlait tout à l'heure des scénarios à respecter dans le mariage traditionnel. De quel scénario parle-t-on concrètement? Effectivement, les scénarios dont parlait Ced sont très importants parce qu'ils constituent en fait les étapes importantes
de la cérémonie de mariage. Et donc, on a par exemple la rencontre entre les deux familles qui se fait par deux diplomates. Donc, le chef de famille du fiancé va à la rencontre du chef de famille de la fiancée. D'accord. Effectivement, ça s'explique. Même lorsque vous allez chez quelqu'un, on vous demande toujours, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est cette question-là que le diplomate de la fiancée envoie vers la famille du fiancé pour demander à savoir qu'est-ce qu'ils viennent faire chez eux, dans leur cour. Et ce dernier répond en disant que voilà, on vient pour chercher votre fille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est là même le premier contact, même si avant ça, il y a déjà eu des pourparlers d'ordre, je veux dire, d'ordre invisible, que l'auditoire n'est pas censé forcément être informé. Donc c'est cette étape-là qui permet déjà de créer le contact et ainsi ils vont s'asseoir pour essayer de changer sur les questions dont ils estimeront la nécessité. Et après, il y a la remise officielle de cadeaux qui va maintenant essayer de valoriser la future mariée en vue de lui donner les attributs, les vertus qui sont les siennes pour aller bien s'établir dans son nouveau foyer. Et après, nous allons venir à l'étape même la plus importante, l'étape typique, fatidique, qui est la dot, dans le mariage proprement dit. D'accord. Voilà. Alors, je vais rester avec toi, Jeannot, avant évidemment de donner la parole à notre ami René Namado. On a parlé évidemment de ces scénarios-là, hein, vous venez de les énumérer. En l'occurrence, vous avez parlé du Gabon, une ethnie que vous représentez très bien chez les Fans. C'est un peu flou parce qu'on parle de clan. Qu'en est-il concrètement? Voilà. Alors, ce qu'on doit savoir ici, c'est que le clan, en fait, ce n'est tout autre chose. Ce n'est pas une autre chose, ce n'est que la famille, en fait. C'est la famille qui est symbolisée, qui est représentée comme un clan. Parce que dans une maison, on ne trouve jamais les oncles, les tantes et tout le reste dans une même maison. Donc, c'est deux personnes du clan qui se détachent. C'est une personne du clan qui se détache pour aller créer sa famille et qui vont désormais créer leur clan de leur côté. Et donc, de ce fait, ce clan-là, qui va être désormais officialisé, va vers une autre famille, vers un autre clan, pour demander, n'est-ce pas, à épouser ou à tisser un lien de mariage. D'accord, ça n'a rien à voir avec des sous-ethnies, non? Non, du tout. C'est juste que le clan, en fait, le clan, c'est la grande famille même d'une famille. C'est-à-dire que on a, par exemple, chez nous, les Essabok, un clan dont je fais parmi, mais vous pouvez les trouver d'un point vers un autre. Et pourtant, ils ne vivent pas ensemble, ils ne se sont même jamais croisés. Mais, comme c'est le même clan, ils sont frères, ils sont sœurs, ils ne peuvent pas se marier de ce point de vue. D'accord, donc si on est du même clan, le mariage traditionnel, ça ne peut pas ça peut pas marcher. C'est prohibé, ça n'existe pas. C'est impossible. D'accord. Voilà. René Namado, j'espère que ce n'est pas le cas au Congo, puisque je rappelle que vous êtes congolaise de nationalité. Comment ça se passe justement au Congo en ce qui concerne ce mariage traditionnel? Bon, déjà, pour moi, je dirais déjà que le mariage traditionnel, ça dépend aussi des ethnies. Donc, on a tous des similitudes, c'est clair. Je dirais même que dans le monde entier, on a des similitudes concernant les dots. Même si aujourd'hui, en Europe, ce n'est plus quelque chose dont on parle des dots, mais il y avait la dot à l'époque, il y a des dots partout. Maintenant, au niveau même du Congo, ça dépend des ethnies. Donc, si vous êtes du Sud, si vous êtes du Nord, la base, elle est la même, mais parfois, dans des petits détails, lors de l'organisation, c'est un peu différent. Bon, déjà, il faut dire que le mariage traditionnel chez nous est déroulé en 3 étapes. Donc, il y a ce qu'on appelle le premier vin, le deuxième vin et le troisième vin. Ah, il faut les boire à la fin. Ce sont juste des noms. D'accord. Donc en fait, le premier et le deuxième vin, c'est plutôt à titre de présentation. Donc ce n'est même pas à ce moment-là qu'on parle de la liste. Donc le premier et le deuxième vin, c'est les familles qui se rencontrent. Et en fait, c'est la famille du mari qui essaie déjà de dénoncer en fait ses intentions, qui essaie d'expliquer ses intentions vis-à-vis de la fille. Ça permet aussi aux familles de faire plus ample connaissance, comme on dit, peut-être de savoir d'où est-ce qu'on vient. Bon, quand on parle d'ethnie, ça ne veut pas dire que les gens, c'est par rapport au fait d'être tribal, mais c'est juste histoire de savoir parfois ils viennent d'où, où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce que le garçon fait et autres, qu'est-ce que la fille fait. Et chaque famille veut savoir parce qu'on veut toujours quelque chose de mieux pour le membre de sa famille. Mais le vrai mariage en tant que tel, le mariage définitif, c'est le troisième vin, donc au niveau de la dot. C'est à ce moment-là maintenant qu'on va parler maintenant de la liste
des cadeaux, de ce qu'ils vous donnent, et on organise. Et une partie peut-être qu'on ignore un peu très souvent, quand on parle de la dot, on a toujours l'impression qu'il n'y a que l'homme qui prend tout de sa poche et qui donne. Mais en fait, il y a aussi une petite contribution aussi. On va en parler en deuxième partie d'émission, parce que justement, vous prenez de l'avance sur la deuxième thématique. Oublie, hein. mais j'aimerais revenir sur un point, Phèdre. On parle évidemment de ce mariage traditionnel. Jeannot l'a souligné dès le début de cette émission, en revenant évidemment un petit peu sur la genèse, l'importance même de ce mariage traditionnel. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, avec l'évolution de ce mariage traditionnel, l'avènement de, vous l'avez dit, du capitalisme, est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours le symbole est toujours là, parce qu'on a l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sautent, qui sapent cette étape-là? Bon, pour ma part, je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de matu-vu, de suivisme. Chaque fille ou bien chaque jeune dame veut se définir ou bien veut avoir un mariage de rêve en créant lui-même ou bien elle-même ses propres étapes. Ça veut dire qu'elle va dire que je commence par l'état civil et puis ensuite je vais terminer par la coutume parce qu'elle a ses raisons personnelles. Or, la coutume, la maman ou bien les parents vont dire non, c'est pas possible. C'est comme ça que ça a toujours été dans les derniers temps. On commence par la coutume, après on termine par l'état civil. Donc du coup, aujourd'hui, les filles sont devenues, comme dit, les filles modernes, où chacun définit sa vie comme elle le pense, comme elle le veut, parce que on se dit, on est autonome, je travaille, donc je n'ai plus d'ordre à recevoir de qui ou bien de personnes. Et quelles peuvent être les conséquences du non-respect de cette étape jugée cruciale par René Namado? Mais les conséquences sont visibles. Regardez vous-même les divorces qu'il y a quand une fille va se marier à l'état civil et qu'elle n'est pas passée par la coutume, elle ne reçoit pas les bénédictions de la maman, elle ne reçoit pas des principes, elle ne reçoit pas des conseils. Pour prendre mon cas, moi... Oui, parce qu'on rappelle, vous êtes mariée. Je suis mariée, je rappelle, 3 jours avant mon mariage au coutumier, ma mère m'a appelée. Et on se retrouvait à deux. Et puis, nous ne connaissons pas. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Elle me dit, c'est ça le mariage traditionnel. Il faut une préparation avant d'y entrer. D'accord. Et est-ce que oui, allez-y René. Je voulais un peu réagir. Je voulais un peu réagir parce que je suis pas du tout contre tout ce qu'elle vient de dire, mais je pense que ça c'est une facette. C'est une facette parce qu'il y a plusieurs facettes. Et effectivement, peut-être il y a des femmes qui choisissent maintenant si elles vont faire tel mariage, pas de mariage par matu-vu. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où il y a tellement de chemins et c'est tellement complexe maintenant le mariage. Il y a tellement d'aspects à gérer maintenant. Mais René, s'il y a tellement de chemins, il y a forcément parmi cette flopée de chemins, le bon chemin. Le bon chemin, le vrai bon chemin, le réel bon chemin. Bon, écoutez, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, l'idéal, en tant que parents, je parle souvent de nos parents parce que moi, je ne sais même pas ce qu'il en sera de nous, mais de nos parents, l'idéal, c'est pour eux, c'est le mariage traditionnel où tout le monde s'entend. Ensuite, visiblement, parfois, eux, tu peux commencer par l'officiel ou le religieux. Bon, souvent, on dit l'officiel pour sécuriser, ensuite le religieux. Mais après, derrière ça, comme je pense qu'il avait un peu empiété sur ça, parfois, il y a un problème financier derrière, parfois, il y a un problème de considération, comme j'ai dit, parfois, il y a un problème de regard sur le type de mariage. Il y a des parents qui, comme je dis, ce sont parfois même les parents qui ne donnent même pas, en fait, d'importance aux 2 autres mariages, qui ne veulent que le mariage traditionnel. Il y a des moments où c'est la fille qui, peut-être comme elle a dit, qui se dit moderne, qui ne veut pas parler de mariage traditionnel. Mais pour moi, le mariage traditionnel, ce n'est pas une question de modernité, pas. C'est une question aussi de souhait, de consentement avec les parents. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce que tu vas te marier à la mairie que tu te sens protégé. Comme elle a dit, si les parents ne sont pas d'accord avec le conjoint que tu as pris, bon, je ne dirais pas tout de suite qu'il y aura forcément des conséquences. Je pense qu'il y a peut-être certains qui se sont entêtés et qui peut-être vivent leur bonheur à leur manière. Peut-être, certains. Mais je veux dire, de manière générale, vraiment, si tu es une personne censée, qui avait une très bonne relation avec ta famille, qui avait une très bonne relation avec tes parents, je crois que ce serait quand même difficile qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas l'amour de novelas, quoi. Tu vas pas te lever, rencontrer ton partenaire et tourner le dos à toute ta famille parce que c'est lui, c'est elle. Mais malheureusement, voilà. Jeannot, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. On a des femmes qui sapent un peu cette étape cruciale et qui vont se marier derrière, en cachette, comme on dit, en catimini, sans pourtant informer la famille. Bien sûr. Vous savez, Régis, s'il y a des femmes qui arrivent à ce niveau, c'est parce que simplement, je veux dire, je pense que c'est un problème d'éducation, n'est-ce pas? Parce que n'oublions pas que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, il y a des choses qui sont vraiment très, très essentielles, que l'on ne peut pas saper quand on veut, comme on veut.
Et on a toujours vu, on a toujours assisté à des scénarios où les familles se disloquent, ça crée tout un désordre parce qu'il y a eu simplement des choses qui ont été mal faites. Parce que simplement avec le modernisme et tout, on essaie de regarder novelas, comme disait ma très chère Renée. Voilà, on veut confondre tout et puis après on ne comprend plus rien du tout. D'accord. On a parlé d'éducation soulignée par Phèdre. Laura, elle a parlé évidemment aussi de cette conversation qu'elle a eue avec sa maman avant d'aller justement suivre l'étape suivante. C'est ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui, la communication, la sensibilisation, surtout préparer la jeune fille qui va devenir évidemment femme dans les heures qui vont suivre. Il faut l'éducation, Laura? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Puisque à la base déjà, les parents nous disent déjà que bon, une femme, quand elle est une jeune fille, quand elle grandit, elle est appelée à se marier. Et quand elle se marie, elle n'épouse pas l'homme qu'elle a choisi forcément, mais elle épouse la famille de l'homme. Oui, parce qu'on apprend aussi comment se comporter avec sa belle famille. Oui, bien sûr. C'est que les parents de ton mari, c'est comme si c'était tes parents à toi. Donc, il n'y a pas, comme le disait René, les effets de novelas aujourd'hui. Non, j'ai trouvé mon prince charmant, je me mets avec lui et basta. Non. En temps normal, dans notre société africaine, c'est pas ça. Tu épouses d'abord la famille de ton conjoint et tu respectes cette famille-là. Et comme on dit, la reconnaissance, le côté crucial du mariage traditionnel. Régis, je voudrais appuyer ce que Laura dit. C'est en fait, aujourd'hui, les telenovelas, en fait, c'est un couple monsieur et madame. Ouais. Ne confondons pas les environnements, ou bien on est un contexte africain, on vit en famille, on vit en société. C'est pourquoi il faut cette préparation, il faut cette éducation, il faut transmettre. Moi, je pars par conviction, je dis, ma mère est un modèle parce qu'elle a fait 40 ans de mariage. Donc, quand elle me donne cette onction, c'est verbal. C'est dans la discussion, c'est dans l'amour, c'est dans le regard, c'est dans la préparation pour entrer dans un mariage durable. Donc, il y a des symboles qui sont donnés par la parole, il y a des choses qui sont dites, parce que quand une mère parle à sa fille qui doit rentrer dans un mariage, elle veut la réussite de son enfant, elle veut le bonheur de son enfant. Donc, il y a des choses qu'elle doit dire à sa fille en aparté, pas devant ou bien pendant une cérémonie. Là, la cérémonie, ce n'est que l'étape finale, mais normalement, les choses se sont déjà faites depuis la préparation. Donc, quand tu rentres dans ce mariage, tu es une femme accomplie et tu ne peux pas échouer. René, il y a eu cet échange avec maman avant évidemment cette étape du mariage. Oui, c'est une chance. Moi, je suis contente de voir qu'elle a eu cette chance. Pour ma part, je dirais que j'ai eu cette chance d'avoir ce type de conversation avec ma mère. Malheureusement, ça me permet d'attirer l'attention sur le fait que c'est vrai, on a beaucoup parlé d'éducation, mais c'est pas toujours le cas. Malheureusement, c'est vrai qu'on parle de la dot. Je suis quasiment sûre que 95% des familles africaines veulent de la dot. Mais est-ce qu'elles ont réellement éduqué leur fille par rapport à ça? Est-ce que réellement les parents s'intéressent à ce que la fille ressent ou comment la fille doit se comporter? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit une fille, voilà, elle brave peut-être l'autorité de ses parents, elle va s'asseoir avec. Mais est-ce que réellement on lui a parlé de la valeur de la dot, de ce que c'est réellement? Du mariage traditionnel. Du mariage traditionnellement. Bon, c'est vrai que si on fait l'amalgame, on parle tout le temps de la dot. Parce que je crois que c'est le mot qui traumatise, quoi. La dot, ça veut dire, voilà. On va en parler, on va en parler. Mais est-ce que réellement on lui a parlé de l'importance, de ce que ça représente? On parle des symboles qu'on apporte en tant que cadeau. Mais est-ce qu'on parle réellement à la fille du symbole, qu'est-ce que c'est que, si peut-être elle comprenait, qu'est-ce que c'est que représente le mariage traditionnel pour la famille, peut-être qu'elle verrait l'importance de respecter cette étape. Mais si aujourd'hui on n'en parle pas suffisamment, parce que il y a aussi quelque chose que je reproche, que je trouve un peu dommage parfois en Afrique, c'est la transmission justement de la compréhension de nos coutumes. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle seulement de coutumes quand il faut négocier la liste et autres, mais quand il s'agissait d'élever la fille pour lui faire comprendre que le mariage traditionnel c'est important, ce n'est pas pour te vendre, ce n'est pas pour autre, mais c'est pour te faire comprendre que c'est un mariage. Avant, excusez-moi de parler comme ça, mais avant que le blanc arrive, les parents se marient traditionnellement. Donc c'est un mariage. On parlait de ces coutumes, voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit c'est dans ce genre d'émission, ou bien c'est des intellectuels qui ont dit mariage traditionnel. Mais maintenant, les gens, ils disent quoi? De manière vulgaire, c'est la dot. Est-ce qu'on t'a doté? Est-ce qu'on t'a doté?
Voilà, donc on ne dit même pas est-ce qu'on t'a épousé, non, est-ce qu'on t'a doté, est-ce qu'on a payé, est-ce qu'on a réglé la facture. Et justement, en parlant des dots, les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. À tout de suite sur Génération News. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Vous l'avez abordé, hein, René, en première partie d'émission, en parlant évidemment de la dot. Revenons un petit peu sur le principe, la définition. C'est quoi la dot? La dot, en fait, c'est un gage, c'est symbolique que la famille du futur mari, donc il n'est pas encore marié, du futur mari, vient présenter à la famille une question de reconnaissance pour l'éducation, pour je dirais la bonne femme, la belle femme qu'on va lui donner, qui va être la mère de ses enfants, qui va être dans son foyer, avec qui il va fonder une famille, une façon de remercier les parents. Donc à la base, c'est un symbole pour remercier les parents, pour manifester, voilà, et montrer aussi comment est-ce qu'il va prendre soin de la femme. Donc tout est question d'abord de symboles à la base. À l'époque même des arrière-grands-parents, chaque objet même qu'on a porté avait un symbole. Donc la dame Jeanne avait un symbole, la cola avait un symbole. Donc chaque objet qu'on a porté... L'enclume, on parlait de l'enclume. Voilà, l'enclume, etc. Chaque objet qu'on a porté avait une explication. Bon, donc ça, je vous donne la définition préhistorique. D'accord. Merci pour la définition. Vous avez également parlé de, je vais m'attacher à ce mot que vous avez utilisé en parlant de symbole, hein, le côté symbolique de la dot. Phèdre, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui la dot est toujours ce caractère symbolique? Mais bien sûr, mais on retrouve encore ces symboles, mais avec autre chose. Je ne dirais pas que ça a complètement disparu parce qu'on retrouve encore des machettes, des pagnes, des bouteilles de liqueur. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est qu'on trouve des tronçonneuses, des voitures, des maisons, des téléphones portables. En fait, ça renvoie à quoi? Moi, c'est la question que j'ai envie de poser aux gens parce qu'à l'époque, quand on donnait c'est pas une évolution de la dot que vous appréciez personnellement. René l'a dit, il faut bien un symbole, mais ça renvoie à quoi? On ne refuse pas, hein. On ne refuse pas. On peut faire cadeau à sa belle-mère qui a besoin d'une voiture si ton beau-fils a assez de moyens. Ouais, s'il a les moyens de sa politique. Mais pourquoi attendre une dot et mettre dans la dot une voiture? Ça n'a pas de sens. Or, la dot, on dit ce sont des symboles. Donc, chaque élément qui constitue une liste a un symbole. Le pagne, c'est pour honorer la belle-mère. La bouteille de vin, c'est pour honorer papa. Et d'autres cousins et cousines qui peuvent se partager. La nourriture, c'est pour la cérémonie, remercier le village. Parce qu'un enfant, une femme, une fille n'appartient pas seulement à une famille. Elle appartient à un clan, à un village, à une société. Donc, si la nourriture est là, on peut partager aux autres, on peut donner un peu. Maintenant, la voiture, la maison, ça renvoie à quoi? C'est la question qu'on se pose, Laura. Ça renvoie à quoi? Tout à l'heure, on parlait à ce moment crucial d'établir la liste des présents. Qui fixe déjà les présents en ce qui concerne la dot? C'est la famille ou la belle famille qui fixe? C'est la belle famille? La belle famille. D'accord. La belle famille, la famille de la mariée. D'accord. C'est elle qui fixe avec le concours des oncles, des tantes. C'est généralement même les géniteurs même de la fille sont un peu en retrait. C'est beaucoup plus les oncles, les tantes, c'est eux qui sont dans la discussion. Et pourquoi? Pourquoi le père n'est pas... C'est sa fille déjà. Oui, quoique l'oncle aussi, il jouit de ce caractère de père, mais pourquoi le père est en retrait, le géniteur? Bon, pas totalement en retrait, mais quand même il est en retrait parce que bon, on dit que la fille, dans notre société africaine déjà, l'enfant appartient à toute la famille. Par exemple, René met au monde un enfant, mais cet enfant-là, c'est également l'enfant de son frère à elle, de sa sœur. Donc, du coup, l'enfant appartient à la famille en général. Donc, du coup, tous les oncles de la fille en question jouent le rôle de père. Donc, disons que c'est l'ensemble, en fait. Donc, c'est pas que c'est le père, il a l'autorité, comme c'est lui le géniteur, il a l'autorité, c'est lui qui fixe. C'est pas ça. Jeannot, parlons de la dot. Évidemment, alors en préparant cette émission, je suis tombé sur une déclaration d'une star, hein, de la musique africaine que vous connaissez très bien, qui s'appelle José, qui parlait évidemment, qui s'était prononcé sur ce principe de la dot, hein, cette étape aussi cruciale, comme on l'a souligné dans le mariage traditionnel. Elle disait, je cite, « La dot est devenue de nos jours une forme de vente aux enchères d'un être humain. Il va falloir revoir ce principe et revenir au fondement. » Vous partagez son avis?
Bien sûr, je partage son avis parce qu'il n'y a qu'à voir dans nos sociétés aujourd'hui comment les familles, ça se comporte. Lorsqu'une famille n'a pas de fille, elle pense qu'elle est malheureuse parce que souvent on pense que la fille, même si les gens ne font pas d'efforts de façon naturelle, la fille sera peut-être celle-là qui va essayer de relever les choses. Donc du coup, ils mettent beaucoup de valeur sur cette dernière, de sorte que celui qui vient, qui ose, je préfère dire le terme, qui va oser, va vraiment se retrouver vraiment en difficulté défavorable. Bien qu'il aime la fille et que la fille aime le monsieur, ce sera vraiment un peu compliqué parce que n'ayant pas assez de possibilités pour pouvoir satisfaire... Oui, mais elle a utilisé quand même une phrase assez forte, hein. Moi je l'ai trouvée très forte, cette phrase en parlant de vente aux enchères d'un être humain. C'est évidemment lié au montant de la dot, qu'on trouve parfois un petit peu exorbitant. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas une dot fixe? Pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec des dots de 2 millions, voire 20 millions? Effectivement, bon, nous remarquons déjà que les filles, c'est des personnes qui contribuent à l'émancipation de la société. Ouais. Et qui créent le monde. Et qui créent le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Et les parents souvent se disent que bon, notre fille, on s'est saigné pour qu'elle puisse apporter davantage. S'il y a quelqu'un qui vient pour l'épouser, il va devoir faire des choses en point finir, alors que ce n'est pas d'abord ça l'essentiel. L'essentiel est que déjà le principe culturel, traditionnel que eux-mêmes ont pensé à mettre en place soit appliqué. C'est-à-dire la symbolique du mariage. Le mariage, c'est d'abord la dot, c'est d'abord un symbole. On emmène ce que l'on peut et après, pourvu que les deux soient heureux ensemble et qu'ils mettent le plus longtemps possible. Voilà. René, une dot à 20 millions de francs CFA, parce que oui, ça existe, hein, il y en a qui vendent même un peu plus, hein, à 50 millions, ça dépend, comme Phèdre l'a dit, des moyens de sa politique. Mais une dot à 25 millions de francs CFA, voire plus, est-ce que c'est une façon, quelque part, on a parlé du caractère symbolique, est-ce que une dot de 25 millions, c'est désacraliser ce côté symbolique de la dot? Bon, déjà, je dirais, sans vouloir dire de bêtises, j'espère que je ne me trompe pas, je crois déjà que même le code de la famille au Congo, officiellement, fixe la dot à 50 000 francs, en principe. Donc, vous voyez déjà l'écart. Mais maintenant, après que vous avez parlé des gens qui ont des moyens de leur politique, bon, c'est vrai qu'on veut toujours plaindre aussi la famille du monsieur. Mais vous savez, des fois, dans certaines familles très riches, c'est eux qui veulent prouver qu'ils peuvent donner autant d'argent. Oui, mais est-ce que c'est pas la famille de la femme de mettre un peu une barrière pour dire moi je ne veux pas 50 millions, je veux 5 ou bien j'en veux juste 500 000. D'accord, je vais vous donner la réponse officielle et non officielle. Officiellement, oui, il faudrait peut-être mettre des barrières pour protéger aussi la femme parce qu'après, ça donne l'impression à l'homme qu'il a peut-être toute autorité sur la femme parce que presque c'est comme s'il l'a acheté. Bah, il a tendance à rappeler à la femme voilà. Au cours d'une dispute. Mais encore, ça dépend aussi de d'où sort la femme, de quelle famille elle ressort. Parce qu'il y a certains mariages, je peux dire, par exemple, je donne un exemple, un mariage entre milliardaires. Il peut donner, je ne sais pas moi, 5 millions de dollars, par exemple. Je donne juste un exemple comme ça, faramineux. Et la dame aussi est d'une famille de bourgeois. Donc, je ne pense pas qu'il va se lever pour dire à la femme, écoute, voilà. Bon, revenons sur le continent. Revenons sur le continent. Oui. Bon, même étant sur le continent, nous avons aussi des riches sur le continent. Au Nigeria, par exemple, il y a aussi des gens très riches. Dans tous les pays, il y a des gens très riches. Oui, mais on n'est plus dans le respect de la coutume, on n'est plus dans le respect du côté symbolique de la dot. Mais parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a parlé d'éducation, je parlais justement de transmission du symbole. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on transmet en fait ce symbole? Moi, je ne pense même pas que c'est le montant qui a désacralisé, c'est la définition même. Comment est-ce qu'on présente la dot en tant que telle? Quand une fille vient dire « je veux me marier », comment est-ce que les parents ont préparé cette fois? Comment ils lui ont présenté? Comment est-ce qu'ils lui ont parlé du mariage traditionnel? Est-ce qu'ils lui ont parlé du genre « ah, mais il faut que tu trouves un bon parti parce que le jour, il va venir verser sa dot ». Déjà, je dis même psychologiquement dans la discussion, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne parle que de dot, donc en fait de la transaction. Donc, il faut que tu tombes sur un bon parti. Il faudrait que le jour il va venir déposer la liste, qu'il soit capable de payer ça. Mais déjà, à ce moment, lors de la conversation, où est-ce que vous voyez l'aspect mariage dans ça? Où est le romantisme? Où est l'amour? Je ne parle même pas de romantisme. Où est l'amour? Où est l'union? Non, c'est une transaction. Alors, à ce moment-là, on va dire, vous savez, dès le moment que vous donnez une considération transactionnelle à cela, ce n'est même pas le montant qui désacralise. Parce que ça peut être, pour une famille, par exemple, très démunie, on peut même parler de 500 000 francs, mais pour eux, c'est énorme.
Donc, c'est pas une... Ou même 250 000 francs, mais si pour eux, c'est énorme. Oui, parce qu'on est toujours... là, on est toujours dans le respect du côté symbolique. Jeannot, je t'ai senti un peu partagé par rapport à l'argumentaire de René. Effectivement, enfin, l'argumentaire de René, franchement, pour moi, ça me touche un peu parce que je suis un homme. D'accord. Et j'ai ce devoir-là d'aller pour demander la main d'une femme. Mais ce qui me fait un peu réfléchir dans ça, c'est que la femme, comme on dit, elle a de la valeur. Tout le monde le sait. On ne peut pas, je veux dire, quantifier le montant qu'on va mettre en place pour pouvoir l'obtenir. Même si après on met les garde-fous en disant qu'on va plafonner à 500 000 francs, celui qui a plus fait un peu plus. Mais il y a aussi un aspect qu'on oublie. C'est-à-dire que la femme elle-même doit pouvoir se dire en elle-même que est-ce que je vaux ce pourquoi on vient me demander. Il y a des femmes aujourd'hui, tu l'épouses à 100 millions de francs CFA, mais le rendu dans son foyer, vraiment, c'est limite. Mais parce que comme on dit, le montant de la dot ne définit pas la longévité du couple. C'est pas le montant de la dot. Moi, je vais intervenir. Mais bien sûr, Jeannot, quand tu le dis, la femme a de la valeur. Vous savez, la parole de Dieu dit, on ne donne pas aux perles aux chiens. En fait, il faut savoir que qui donne la valeur à qui? Si tu attends de la valeur d'une personne, en fait, tu fais fausse chose. La femme elle-même, déjà, il faut qu'elle se valorise. Moi, qu'est-ce que j'appelle valoriser? Je ne vais pas attendre une dot de 20 millions pour me sentir valorisée. C'est dans mes actions, c'est dans les actes que je vais poser, c'est dans ma gestion de foyer que je vais dire je suis une femme de valeur. Donc, s'il faut déjà définir la dot par rapport aux valeurs de la femme, je dirais non. Ça veut dire qu'on a fait fausse route. Mais en général, c'est même pas le mari, c'est beaucoup plus de fois les parents qui sont dans cette logique-là. Mais bien sûr, Régis, si on dit on va épouser une femme à 10 millions parce qu'elle est Master 2, mais c'est pas possible. Vous connaissez le nombre de Master 2 qui existent dans les tiroirs des femmes? Mais je dis non, c'est pas un argument, c'est pas vraiment un critère pour amener à épouser une femme à 10 à 15 millions. Parlons justement de ce montant, Laura. On parle des montants jugés parfois exorbitants. On parle... Certains utilisent des expressions un peu dures en ce qui concerne évidemment la dot. On parle d'une forme d'escroquerie 2.0. On va y revenir, en tout cas, on va en parler. Mais en ce qui concerne le montant de la dot, est-ce que c'est à la femme, quelque part aussi, de trouver un consensus avec le mari, de se dire, comme Jeannot l'a dit, de remettre un peu, se poser des questions, est-ce que je vaux réellement ce montant? Mais de s'entendre, s'accorder avec le mari en disant, écoute, on t'a demandé 4 millions, c'est trop, tu donnes 1 million et si j'ai des sous, je peux en donner 3 derrière. En fait, créer ce link, cette complicité là. Le mariage, en temps normal, c'est un homme et une femme. C'est pas l'homme qui va acheter la femme. Ouais, parce qu'on a l'impression que ça repose toujours sur les épaules de l'homme. Effectivement, et moi je trouve que c'est erroné en fait. C'est erroné comme mentalité de tout le temps se dire que on va me doter, l'homme va me doter et ça se limiter à ça, c'est comme si tout se repose sur l'homme. La femme également, elle peut contribuer. À mon avis, la femme, elle doit normalement contribuer dans la mesure de son possible à cette dot-là, puisque c'est juste le mariage en fait. C'est vrai, c'est dit que c'est la famille de l'homme, que c'est l'homme qui donne à la famille de la femme, mais... Et puis ça se fait entre nous, comme on dit. Oui, c'est entre nous, voilà. Oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas besoin de le savoir aussi. Voilà, dans le couple, ils peuvent s'entendre à leur façon. René? Eh bien justement, je reviens à ce que je voulais dire dans la première partie. Au niveau de la dot, souvent, on oublie un peu cet aspect aussi, où il y a aussi, au moment du troisième vin, donc le mariage définitif, il y a aussi une participation en fait, de la famille de la femme. C'est vrai que c'est peut-être parce qu'elle n'est pas aussi considérable que celle de l'homme, on a tendance à oublier. Mais quand il vient épouser la femme, la famille aussi de la femme reçoit aussi. Donc ils font à manger, et parfois ils offrent aussi des coqs, des poules, un peu de boissons et tout. Et cette famille aussi veut montrer que, bon, d'accord, vous venez prendre notre fille, mais nous aussi, voilà. On n'est pas, c'est pas comme si on n'avait rien aussi. Il faut quand même aussi donner une certaine valeur, pas seulement à la fille, mais à la famille aussi. Voilà, montrer que nous sommes capables aussi de vous recevoir. C'est un partage, c'est une union, c'est voilà. Donc, mais maintenant, l'homme en tant que responsable chef de famille, c'est tout à fait normal quand on lui donne une liste que voilà, au niveau de la liste traditionnellement, lui, il doit présenter tous les biens. Maintenant, comme je disais, on a un problème parce que même là de la discussion, c'est pour ça qu'on mélange un peu le mariage et la dot, parce que ce qui devient maintenant problématique, ce n'est pas le mariage en tant que tel. Le mariage traditionnel, tout le monde a envie de se marier, mais ce qui crée maintenant de la zizanie après, c'est la dot. Et qui crée le blocage chez beaucoup d'hommes qui veulent s'engager. Moi, je voulais même intervenir
sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, tu lui as demandé pourquoi est-ce que parfois le papa et la maman restent parfois un peu en retrait. En fait, je ne sais pas, comme je dis, je ne veux pas dire de bêtises, mais un peu l'interprétation que je fais, c'est que il s'avère que parfois le père et la mère, ils sont tellement soucieux de marier leur fille que peut-être qu'ils ne seront pas aussi exigeants que les autres membres de la famille. Donc, on essaie de ne pas trop Ils essaient de s'impliquer. Le papa, forcément, c'est sa fille, il va parler. Mais lui, un bon père va d'abord voir l'intérêt de sa fille. Donc, il ne va pas vouloir exagérer sur la dot, au risque que je vous signale qu'il peut arriver, et c'est déjà arrivé, qu'on vienne le jour du mariage avec la dot, mais comme il y a parfois certaines choses qui s'ajoutent le jour J, où le montant est trop élevé, où on annule le mariage. Et la fille se retrouve comme ça. D'accord. Oui, allez-y, Laura. Il arrive même, je crois bien que c'est ce qui encourage parfois le concubinage, où il n'y a pas union entre les deux familles, mais les jeunes se disent, il n'y a pas eu d'accord. Le garçon dit, mais ta famille m'en demande trop, donc du coup, moi, je n'ai pas les moyens, et tranquillement, on s'installe ensemble, on commence pas à faire des enfants, ce qui n'est pas souhaitable normalement. Mais bien sûr, Laura, il y a aussi un problème de dignité. Hein. Vous devez savoir que quand deux familles se rencontrent, en fait, c'est une épreuve de force. C'est pourquoi il y a ces scénarios, il y a la famille de la femme à gauche et la famille de la femme de l'homme à droite. En fait, c'est une épreuve de force. Donc, chaque famille veut vouloir dire qu'on est capable, on est digne. Donc, il y a des choses qui sont faites ou bien qui sont dites parce qu'on veut prouver à la famille qui est en face que nous ne sommes pas n'importe qui, nous aussi. On peut le faire en réduisant le montant de la dot aussi, c'est possible? Mais bien sûr, c'est là où se passe même. Bien sûr, c'est dans ce cadre, c'est dans ce sens que je dis, je parle de la dignité. Parce que plus vous élevez la dot, plus en fait la famille en face de l'homme se dit, mais attention, ces personnes-là, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Oui, mais Phèdre, au-delà, c'est vrai, réduire le montant de la dot, c'est déjà une étape, en tout cas un procédé à féliciter. Mais il y a également ce qu'on appelle le principe des barrages. En ce qui concerne la dot, ça existe dans plusieurs ethnie. Jeannot, est-ce que quelque part là aussi c'est pas encore une forme, une manière d'augmenter le montant de la dot? Voilà. Donc merci encore pour la question parce que j'allais y revenir là-dessus. En fait, les barrages, en fait, ces étapes-là, c'est ce qui devrait normalement constituer la dot en temps normal. C'est-à-dire que l'ensemble de tout ce qu'on a à faire, c'est cela qu'on devrait plutôt considérer comme étant la dot. C'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement considérer la dernière étape, c'est-à-dire l'étape fatidique de la dot, comme étant ce qu'on a donné parce que derrière... Parce que je rappelle le principe des barrages, c'est-à-dire que, bon, comme son nom l'indique, ce sont des barrages, et pour passer, tu dois devoir remettre une somme. Effectivement. Ces barrages-là, il faut verser de l'argent. La liste qui est demandée par la belle famille, il faut également de l'argent. Et derrière encore, les cadeaux il faut offrir et tout ce qui va avec. Ajouter à ça, je veux dire, le symbole qui vient pour, je veux dire quoi? Qualifier la dot. Qualifier la dot. Je pense que ça fait que le montant, parfois, il est très exorbitant. Parce qu'il faut le dire, toute société capitaliste, après une activité, va passer à une phase de bilan. Quand elle va évaluer toutes ses dépenses, elle va dire « Waouh, cette fille-là, elle m'a coûté vraiment très très cher. » Oui, parce que dépenser 5 millions pour la dot et ensuite se poser des questions derrière, qu'est-ce qu'on va manger? Oui. Non, parce que c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui, malheureusement. Bien sûr. Mais je comprends que le choc financier te fait parler comme ça, mais quand même, enfin, je veux dire, quelque part, c'est pas aussi clairement la faute de la fille. Vous savez, il y a des filles peut-être qui essaient de négocier avec la famille, mais est-ce qu'elle a réellement la parole devant tout un parterre de la famille? Donc du coup, s'il faut aller dans la sensibilisation, on commence par les parents d'abord? Non, moi je pense que c'est d'abord entre eux les parents qui doivent d'abord raisonner. Ils doivent être sages, comme on dit, c'est d'abord qu'est-ce qu'ils veulent. Vous savez, même si la fille entre dans une bonne famille, même si c'est ça l'objectif pour pouvoir mieux profiter du monsieur, mais il vaut mieux profiter à long terme. C'est plus sage que de tout prendre d'un seul coup sur le coup comme ça, de ruiner le monsieur. Parce que malheureusement, généralement après, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la fille qui paye les pots cassés. C'est la fille qui se retrouve avec un homme aigri, parce qu'il mange des sardines tous les jours, il se rappelle que non, c'est parce que je suis venu donner tant pour toi. Est-ce que tu en vaux vraiment la peine? Vous voyez ce qu'il a dit? Je reprends ces mots. Mais après une telle dot, est-ce qu'elle en valait vraiment la peine dans le foyer? Bien sûr. C'est comme si maintenant on l'a coté en bourse, quoi. Est-ce que ça valait la peine? José disait vente aux enchères. Moi, je l'ai trouvé l'expression très forte. C'est pas un investissement dans une entreprise pour voir si après on aura retour sur bénéfice. Mais on dit ça chez nous, les femmes, que la
dot ne finit pas. Parce que quand la femme est malheur chez elle, le beau-fils va à chaque fois déposer des enveloppes. Et ce n'est pas des petits montants, je vous assure. Et même le contraire. Et même chez nous, les femmes, le contraire n'existe pas. Okay. C'est toujours le beau-fils qui va, quand la femme est malheur, on appelle le beau-fils avec sa famille et on vous attend au corps de garde. Et au Bénin, ça existe? Au Bénin, par exemple, quand le père ou la mère, surtout le père du marié décède, mais son épouse lui donne une dot à la veille de l'enterrement, si je me trompe. À quelques jours de l'enterrement, la mariée, l'épouse, on va dire, puisqu'elle est mariée il y a longtemps, elle donne une dot. Bon, c'est un truc symbolique, mais on donne des tissus, des trucs, on fait une cérémonie là, juste pour honorer le beau-père en question qui est décédé. Et comme on dit, le mariage, hein, la dot, c'est aussi pour le meilleur et pour le pire. En parlant de la dot, Jeannot, j'ai besoin de ton expertise parce que je rappelle que tu animes parfois des débats hein, sur les réseaux sociaux en ce qui concerne évidemment ces principes de dot et du mariage traditionnel. On parle de la dot, mais on a l'impression qu'on scène aujourd'hui. Moi, j'ai entendu parler de la dot de nuit et la dot du jour. Expliquez un peu le principe. Effectivement, la dot de nuit et la dot du jour existent bien évidemment parce qu'au regard de l'expérience des autres, on se rend effectivement compte que les uns et les autres sont souvent emmenés à rentrer dans ces pratiques-là. Bon, est-ce que les grands-parents, sinon ceux qui ont pensé à mettre ce principe-là en place, est-ce que c'est comme ça qu'ils avaient demandé de le faire? Là, je ne sais pas, je ne saurais trop quoi dire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la dot de nuit concrètement? Voilà, la dot de nuit, je pense que c'est une concertation entre le beau-père et le beau-fils. C'est-à-dire que le beau-fils va s'entretenir avec son beau-père. Et avec une enveloppe encore? Certainement, ça dépendra de leurs échanges. Mais permettez-moi de faire une petite transition dans ce que disait René. Ça ne dépend pas souvent de la femme. C'est-à-dire que les dépenses qui vont s'opérer sur elle, parfois la pauvre, je reconnais, n'est parfois pas responsable. Mais comme le monsieur il est chaud, lui, ce qui l'intéresse, c'est la charmante demoiselle qu'il a devant ses yeux. Il veut à tout prix que cette dernière puisse se retrouver sous son toit, il se laisse embarquer, mais là dans tout, j'ai envie de dire, et n'importe quoi. Parce que, comme je le disais tantôt, les choses sont bien normées, les choses sont bien faites, mais c'est dans la pratique que nous-mêmes, nous faisons des excès. À l'exemple de la dot de nuit. La dot de nuit, normalement, ça devait être des conseils, des orientations, parce que c'est le père quand même qui a élevé sa fille. Et il sait mieux comment faire pour emmener sa fille à réussir dans un aspect ou dans un autre. Comment faire pour... Parce que le monsieur aussi devient aussi le père de la fille quand il épouse. Comme on dit chez nous, la femme, c'est l'enfant de l'homme. C'est la femme qui épouse l'éducation de son homme et pas le contraire. C'est l'homme qui donne l'éducation à sa femme et à sa progéniture, ainsi de suite, selon l'anthropologie et tout ce qui va avec. Donc, ce sont ces conseils-là qui devraient être donnés dans la dot de nuit à l'homme pour pouvoir mener à bien le foyer qu'il va créer avec la fille du monsieur. En tout cas, ce n'est pas l'avis de René, je l'ai senti un peu partagé. On va y revenir, Phèdre, je viens à toi, justement, Alors, l'État du Gabon a eu à émettre un projet de loi qui fixe le montant de la dot à 1 500 000. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Bon, moi, personnellement, je me dis c'est une très bonne chose parce qu'il y a trop de dérives. Il y a trop de laisser-aller. Tout le monde fait ce qu'il veut, selon qui il veut, parce que je suis X ou Y. Or, la loi est appliquée à tout le monde. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si on met la dot à 1 500 000, moi, je pense qu'on a mené une étude et que tout le monde, aujourd'hui, peut épouser une femme. Parce que si, aujourd'hui, dans nos familles, il y a un complexe d'infériorité. Parce que Phèdre allait en mariage à 5 millions et quand Laura avait aller en mariage, ma tante qui est la mère de Laura va dire, tu sais que Phèdre allait en mariage à 5 millions, tu as intérêt à demander plus. Aussi, à demander plus parce que Phèdre aussi, c'est la fille de Macédon. Il y a cette compétition qui est dans la famille qui ne fait pas vraiment bon ménage. Et puis, c'est ce qui crée des conflits dans des familles. Et ce que je voudrais rebondir sur Jeannot. Quand on parle de dot, en fait, chez nous, je pense que les gens ont tendance à regarder, je pense que René l'a dit, que le montant. Or, même les États, les barrières, les jeux et tout le reste, tout cet argent fait partie de la dot. Ne l'oublions pas. Mais c'est pas souvent pris en considération en compte. Mais justement, c'est pourquoi les hommes saignent. Parce que tout le monde demande de faire aller en mariage à machin. On ne parle que du montant. Ça veut dire l'argent en numéraire. Or, la dot est quoi? La dot est en nature
et en numéraire. Donc, c'est ce qu'on appelle là-dedans. Donc, tout ce qui est emmené, l'épargne, les liqueurs, et tout le reste, les symboles, tout ça, quand, comme Jeanne l'a dit, si on essaie d'évaluer, je vous assure que c'est des millions. Ça veut dire que... Les millions, René, évidemment. En parlant des millions, je vous laisse rebondir sur l'argumentaire de René. Je vous rassure, il n'est pas sexiste, mais je vous laisse rebondir sur allez-y. Oui, bon, je vais pas rebondir sur tout l'argumentaire, c'est surtout sur une phrase quand il a dit qu'on considère, bon, c'est la définition anthropologique, je ne sais pas si c'est ce qu'il pense ou ce qu'il ne pense pas, mais dire que c'est l'homme qui doit éduquer la femme, moi je dis que c'est une union, on se complète, c'est un équilibre. L'homme éduque la femme éduque l'homme. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on a parlé parfois de la femme qui peut aider le mari, c'est aussi une façon aussi de compléter son mari. Ça ne se dit pas. On ne le dit pas officiellement parce que, comme on dit, la femme, comme derrière tout grand homme, une femme se cache. Et certains hommes viennent bomber le torse en disant, moi j'ai doté, mais des fois, derrière, c'est la femme qui a appris, qui s'est auto-dotée. Oui. Voilà, donc on ne le dit pas. Mais peut-être que quand on regarde la situation, le monsieur, peut-être, je donne un exemple, c'est la dot même à 1,5 million comme au Gabon, la dame a peut-être donné 1 million, elle l'a mis dans le compte du monsieur. Mais ça, c'est une entente entre les deux. Elle ne va pas le crier sur tous les toits. Donc, franchement, les discours sur c'est l'homme qui doit éduquer la femme et autres, j'espère que c'est juste une définition. C'est juste une définition. René, mais ce que tu dis, c'est pas faux. Parce qu'en fait, aux yeux des gens, nous savons très bien que c'est l'homme qui dote la femme. Donc, ce qui se négocie entre monsieur et madame, on ne peut pas le ramener. C'est comme je dis, pourquoi le problème de dot cause un problème? En fait, la négociation doit se faire entre le monsieur et madame. Entre monsieur et la dame. Frère, je suis obligé de t'interrompre. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de cette émission. Merci à René Namado, créatrice de mode, d'avoir participé à Génération News. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On remercie également Jeannot, expert en assurance. Merci Jeannot d'avoir participé à l'émission. Laura, journaliste, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Phèdre, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et c'est la fin de cette émission Génération News. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.